Donc j'ai le plaisir d'accueillir Roland Gérard. Donc Roland Gérard, il est donc éducateur, il est cofondateur du réseau École et Nature, donc qui a commencé en 1983, Ouais. c'est ça, hein. Et puis donc co-directeur jusqu'à ces derniers temps. Ouais, jusqu'en avril 17. J'ai arrêté en avril 17, ouais. Et donc aussi cofondateur du collectif français pour l'éducation à l'environnement vers un développement durable. Ouais. Voilà, et conférencier. Mm. Donc l'angle de ce matin, c'est vrai que donc vraiment il y a tout cet aspect du rapport à la nature et donc avec cette question de l'éducation et des enfants. Et donc ce qui était vraiment intéressant en fait, ce qui est intéressant dans ce que tu proposes, dans ton travail, dans ton parcours, c'est cette idée, mais qui est plus qu'une idée en fait, que l'enfant et que l'humain en général, en fait, il a besoin de nature. Oui, ouais. Et comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça alors? C'est besoin de nature. Eh bien, on a besoin de nature parce que nous sommes de la nature. Ça, c'est très important parce qu'on est dans un monde qui nous a conditionnés à imaginer que nous sommes dans la nature, que l'homme est dans la nature. Oui, on est dans la nature, on peut dire comme ça, mais c'est plus juste de dire que nous sommes de la nature. Et donc, qu'on ne se trouve pas en haut, on ne se retrouve pas au milieu, on n'est pas à part, on est de la nature. C'est-à-dire que nous, on appartient au flot du vivant. Donc, si on a cette sensation et cette conviction qu'on appartient au flot du vivant, on appartient à quelque chose de beaucoup plus fort que nous. Et on appartient à quelque chose de merveilleux et magnifique, puisque la nature, la vie sur Terre, combien 3,5 milliards d'années, c'est quelque chose de merveilleux et d'extraordinaire. Et qui nous émerveille si on la fréquente. C'est-à-dire que quand on fréquente la nature, qu'on est au contact de la nature, je pense à l'expressionnisme, à l'impressionnisme plutôt, c'était un courant énorme à un moment donné de l'histoire où ce qui compte, c'est ce qu'on ressent en fait. C'est pas ce qu'on va attendre de nous qu'on doit voir, c'est ce qu'on voit réellement soi. Et donc on s'autorise, une petite personne s'autorise à exprimer la façon qu'elle reçoit ce paysage, cet arbre, cette fleur, et l'interprète et le renvoie à tout le monde par rapport à ce qu'il ressent. Tu vois, je crois que c'est très important d'accepter. Moi, j'ai trouvé une petite phrase de Paul Valéry complètement géniale cet été. C'est je suis comme tout le monde, je ne ressemble à personne. C'est excellent. Et c'est la singularité, quoi. Et la nature, eh ben, on la reçoit tous d'une façon différente les uns des autres. Et si on arrive à rencontrer cette nature-là souvent, à la fréquenter, eh bien, on finit par se reconnaître dedans, quoi, d'être bien dedans. Et si on est bien dedans, eh bien, on prend de la force, quoi. On se met debout, quoi. Parce que notre réalité la plus tangible, c'est d'être debout, quoi. D'être debout en bonne santé. On n'est pas fait pour être malade. Et donc ça veut dire qu'on peut trouver aussi de la nature qui nous ressemble. On peut trouver de la nature qui nous ressemble, de la nature qui nous parle, de la nature dans laquelle on se sent bien et qui va nous ressourcer, nous apaiser, qui va, tu vois, et qui va devenir pour nous quelque chose de nous-mêmes, parce que c'est la réalité. C'est quelque chose de nous-mêmes. Et du coup, si on est séparé de quelque chose de nous-mêmes, eh bien c'est nous-mêmes qui est moins fort, quoi. Donc quand je vais fréquenter la nature, je suis chez moi, partout dans la nature, tu vois. Et ça, c'est un sentiment très fort. Quand on voit les enfants qui arrivent dans une forest school, par exemple, et qui ont peur de se salir le premier jour. Et ils ont peur de se salir parce que aussi, des fois, les parents ont dit qu'il ne faut pas se salir.
C'est tout bête, hein, faut pas se salir. Hein, voilà. Alors tu t'es sali, pas salir. Eh bien, dans la forêt, le premier jour, alors il y en a des gamins qui sont habitués à aller dans les bois, eux, ils sont à fond, quoi. Et puis il y en a d'autres, pas se salir. Mais au bout de 3-4 séances, le gamin ou la gamine, il a complètement oublié le truc, il faut pas se salir. Parce qu'il vit vraiment dans la nature. Voilà, donc il se retrouve lui-même. Donc celui qui était emprunté, tout gêné, voilà, pas trop savoir, etc., même peur, dans la peur, il se retrouve libéré. Parce qu'il a fait cette expérience de nature. Donc Forest School, c'est des écoles en fait qui existent, qui commencent à exister un petit peu. Ça commence à exister en France, des écoles tout nouveau. Dans la forêt. Oui, ça commence à... même, il ne faudrait pas dire le mot école. Parce que chez les Anglais, dire school, c'est pas un problème. En France, école, ça veut dire 4 murs enfermés, une note, un prof, une discipline. Alors, tout ce qu'il faut pour faire peur, quoi. Et donc, quand on parle d'école en France, c'est assez risqué. Donc, il faut mieux dire que ce sont des lieux de plein air, en fait. Hein. C'est des lieux de plein air où les enfants sont encadrés par des animateurs qui sont spécialement formés pour ça. Et le but là, c'est que les enfants soient bien dans la nature. C'est ce que je te disais au début. Se sentir bien. Parce que quand même, si on regarde bien, ce que j'ai expliqué dans la conférence, c'est que la première chose qu'on a à apprendre, c'est d'être vivant, quoi. Parce que nous sommes des êtres vivants. Mais si un être vivant, on le met qu'avec des choses inertes, il n'apprend pas à vivre. Parce que l'inerte nous apprend à être inerte. En revanche, si je fréquente le vivant, si je fréquente les arbres, la mousse, l'humus, si je fréquente les oiseaux, les biches qui sortent à l'orée du bois le soir, ça me rend vivant. Tu vois, c'est même une grenouille dans son ruisseau qui chante à la gueule. Ça te rend vivant, parce que c'est merveilleux. Tu vois, un renard qui marche dans une prairie, très attentif. Et ben, quand tu vois le renard très attentif comme ça, ben, quelque part, toi-même, tu deviens très attentif comme le renard. Tu vois, tu sens ça. Ouais, t'as été scout, toi. Alors, une des questions que je me pose, parce que c'est vrai que la réalité, c'est que on habite principalement en ville. Ouais. Et donc, la question, en fait, c'est comment est-ce que... Enfin, ça va être la nature, où est-ce que ça commence? Parce que on parlait d'arbres, on parle d'animaux, on parle de vivants. Et... donc en ville, on a aussi ça. Oui. Et donc voilà, est-ce que... La nature, elle peut commencer dans la chambre de l'enfant. Hein. C'est-à-dire, moi, je plante des ginkgo biloba tous les ans. Tu vois, ça fait je ne sais pas combien d'années, je ramasse des graines de noyaux de ginkgo biloba au mois de janvier. Voilà, je sais où sont les femelles à Montpellier, là. Et donc je vais ramasser mes graines tous les ans, et puis je mets ça dans de la terre, et ça pousse chez moi. Et donc voilà, de la nature chez moi. Hein. Donc voilà, de la nature chez moi, et puis petit à petit, sous le balcon, un peu plus de nature, y compris peut-être un compost, hein, voilà, et même une culture de tomates, ou je pense ou moins de persil, ou ce qu'on veut. Et maintenant, on voit la nature qui arrive en ville, avec les ruches, avec les fermes urbaines, voilà, ça c'est extrêmement intéressant. Donc ça veut dire que vivre en ville et être citadin, ça ne veut pas dire être anti-nature. Tu vois, on va quitter, je pense, la culture humaine va quitter cette opposition nature-culture. De toute façon, c'est une question de survie. Hein, je veux dire, il faut qu'on quitte cette opposition nature-culture et que notre vie quotidienne soit disons, dans une présence de la nature continue, quoi, dans nos vies. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est en train de venir, alors que je vois des centres sociaux qui vont créer des jardins partagés ou qui vont créer une mare pédagogique tu vois, ou un hôtel à insectes. Maintenant, ça commence à être vraiment des activités qui commencent à être répandues. Hein. Et bien, plus en plus on aura ça, et plus en plus on se met en relation avec le sauvage. Et le sauvage, c'est quelque chose pour l'instant qui est encore très... disons, rejeté dans notre culture. Se conduire comme des sauvages. Hein. Il n'y a pas beaucoup pire comme et puis quelqu'un si un prisonnier qui s'en va de la prison, on dit quoi? Eh ben, il court dans la nature. Ah ouais. Ah ben ouais, il court dans la nature, et puis après, il y a vraiment cette idée, en plus, d'être libre, là, du coup. Tu vois, mais en même temps dangereux. Et dangereux. Eh ben oui. Donc, tu vois, donc il faut qu'on quitte cette idée de contrôle qui est très présente, hein, dans le système éducatif. Hein, et il faut qu'on voit vraiment dans un projet très émancipatif, tu vois, émancipateur, quoi.
et qu'on ne reste pas coincé dans la peur et dans l'inquiétude. Et là, on est en train de remettre complètement en question la séparation culture-nature. Hein. C'est extrêmement intéressant ce qui est en train de se passer. Hein. Extrêmement intéressant. C'est dommage qu'il faille atteindre un tel niveau d'atteinte à l'équilibre de l'écosystème et de la nature. Et le problème du réchauffement climatique est dramatique, et puis le problème de l'érosion de la biodiversité. C'est très dommage d'arriver à ces niveaux-là pour qu'enfin on se réveille. Mais là, je pense qu'on se réveille. On est en train de se réveiller. Et personne, aucun humain aujourd'hui peut dire on contrôle la situation. C'est faux. Personne ne contrôle la situation aujourd'hui. Et les lois de la nature sont les plus fortes et les solutions sont globales, mais elles sont aussi locales. Donc ça veut dire que mettre de la nature à portée des enfants dans sa propre maison, dans sa vie de parents, de mettre la nature à disposition des élèves dans les classes, dans les centres aérés, dans tous les endroits, maintenant on appelle ça les accueils collectifs de mineurs, dans tous ces endroits-là, mettre la nature à disposition des enfants, créer cette proximité, mais ça va vers des conséquences qu'on a du mal à calculer aujourd'hui, mais qui sont de l'ordre arrêter cette séparation entre culture et nature. Parce que donc ce qu'on découvre aussi, hein, je crois que c'est aux États-Unis que ça a été découvert, hein, un syndrome du manque de nature. Ah oui. Syndrome de manque de nature. Richard Louv, un journaliste américain, un scientifique aussi, qui a vraiment passé du temps sur ce sujet-là. Et cette idée arrive en France déjà peut-être une dizaine d'années à peine. Et maintenant, c'est prouvé scientifiquement. Aux États-Unis, il y a des études qui ont été faites là-dessus, qu'il y a des troubles pour les humains, par exemple. Des choses auxquelles on pense assez facilement, peut-être comme la dépression, comme l'obésité, l'hyperactivité, et qui sont tout à fait réduits par une fréquentation de la nature, mais aussi un truc comme la myopie, par exemple. Ah oui. Tu vois, la myopie, parce que notre œil d'humain, il a besoin de s'exercer très tôt à une vision lointaine, et ça, et puis là maintenant avec la question des écrans, on est dans quelque chose de grave, de presque dramatique, parce qu'il y a des enfants qui sont vraiment en danger avec les écrans, hein, très tôt, hein, c'est horrible ce qui est en train d'arriver, la population n'est pas assez informée, pas assez au courant, et eh bien, si les enfants ont des expériences de nature, ça permet de compenser ça, quoi. Donc c'est important aujourd'hui de se rendre compte que quand on est dans la nature avec les enfants, et si on peut les laisser faire ce qu'ils veulent, une cabane, grimper dans l'arbre, etc. On peut, en tant que parent, avoir peur, mais les enfants ne tombent pas des arbres. Les enfants ne tombent pas des arbres, quoi. Évidemment, ça peut arriver, une branche de cerisier, c'est très fragile, peut casser. Mais l'expérience des enfants se construit dans le monter aux arbres progressivement. Donc, on ne monte pas à 15 mètres tout de suite, quoi. Et puis peut-être les bénéfices sont plus grands que les risques. Eh bien, les bénéfices sont plus grands que les risques. Parce que, bon, un bras de cassé, ça se remet, et puis ce sera un enfant sur 10 000 ou plus, je ne sais rien. Tu vois. Et du coup, il y a une expression que j'aime bien aussi, hein, c'est la vitamine N. Vitamine nature, mais pour dire à quel point ça peut nous nourrir. Ah oui, c'est quoi, ça, c'est la vitamine nature. Ouais, mais ça nous fait du bien, ça nous apaise, la nature nous apaise, hein, nous on se sent bien nous-mêmes. Hein. La nature nous apaise, elle nous émerveille, on respire, on se sent vivant, parce qu'on est au contact du vivant, quoi, revient ça, quoi. Et alors justement, c'est vrai que dans ton approche, en fait, il y a vraiment, parce que quand on dit éducation à la nature, on pourrait penser aussi à quelque chose finalement de très scolaire. Enfin, et donc voilà, c'est aussi un domaine scientifique. Oui, bien sûr. De la nature, mais c'est vrai que tu es beaucoup plus sur une approche sensible en fait, quoi. Sensible, sensorielle. Disons que je suis dans une approche globale, quoi. Que aujourd'hui, la dimension scientifique a pris une place énorme dans nos vies. Dans notre culture. Aujourd'hui, la question, ce n'est pas la question de connaître la nature, c'est la question d'être en accord avec elle. Donc comment on devient en accord avec la nature? Est-ce qu'on devient en accord avec la nature parce qu'on a des connaissances sur la nature, ou est-ce qu'on devient en accord avec la nature parce qu'on se sent partie d'elle-même? Et comment je me sens partie d'elle-même? Comment je sens que cette nature, si on la touche, c'est moi qu'on touche?
eh bien on va arriver à ça plus par des expériences de nature. Par le fait d'avoir passé beaucoup d'heures avec un arbre, le jour où quel que soit le type de relation que tu as avec un arbre, même si tu vas juste grimper dedans, t'asseoir sur une branche pendant 5 minutes, repartir, eh bien il y a un lien entre l'arbre et toi. Même si tu n'as aucune connaissance sur les arbres, sur si c'est un hêtre, un chêne, aucune idée de ça. Pourquoi il est là, d'où il vient, comment, est-ce que c'est un jet qui a planté un gland un jour? Non. Être avec l'arbre, c'est être un peu l'arbre. Et donc porter atteinte à l'arbre, c'est porter atteinte à toi. Tu vois, c'est l'interdépendance, et aujourd'hui, c'est vraiment l'essentiel de notre relation à la nature. Ça va être d'avoir conscience de cette interdépendance, que la vie de l'arbre et ma propre vie, c'est la même histoire. C'est lié, on est liés l'un à l'autre. Parce que l'oxygène qu'il fait avec ses feuilles, eh ben moi je vais le consommer et produire du CO2 et de la vapeur d'eau grâce à ça, quoi. Donc, et puis pareil, ses racines, toute la vie de l'humus qui fait qu'il y a la vie du sol et qu'il y a une production végétale, enfin tu vois. Et ça, c'est l'interrelation qu'il y a entre les bêtes et les plantes et nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui est au plus profond du vivant depuis le début, quoi. Donc, c'est retrouver ça aussi, quoi. Tu vois, c'est là où ça va très loin. Ce n'est pas seulement de la connaissance, d'avoir des savoirs. C'est pour ça que j'aime bien cette phrase d'Einstein quand il dit la connaissance vient de l'expérience. Tout le reste n'est que de l'information. Mais l'information, on peut l'avoir partout, l'information, aujourd'hui. Encore plus avec Internet. On peut avoir l'information partout. Donc, ce n'est pas une question d'information. C'est une question de connaissance. Et comment on va aller vers la connaissance? On va y aller par l'expérience, par le chemin de l'expérience. Tu vois. Et donc, si tu ne donnes pas les occasions aux enfants d'aller dans la nature, eh bien là, tu perds énormément. Pour moi, tu ne fais pas ton devoir d'éducateur. Hein. Pour moi, tu prives les enfants de quelque chose et tu n'as pas le droit de les priver de ça. C'est parce que toi-même, tu as été privé de ça que tu dois priver tes enfants. Tu vois, au contraire, il faut faire un rattrapage générationnel là. Par rapport à ton approche sensible, c'est vrai que dans la conférence que tu as tenue, hein, il y avait plusieurs extraits en fait, de poètes. Et donc voilà, je voulais te demander si tu étais d'accord en fait, de nous faire bénéficier aussi d'une petite récitation. Ouais, dans les poètes que j'aime bien et dont j'ai appris des textes, c'est Fernando Pessoa, un poète portugais que j'aime beaucoup. Et qui dit, par exemple, et qui rappelle un peu le fait que dans l'éducation, il ne faut pas s'en tenir à des représentations, mais il faut rencontrer la réalité. Voilà. Lui, quand il dit son poème, il ne pense pas du tout à ça. Mais moi, en tant qu'éducateur, je dis, ben, il est en train de nous dire dans ce poème, restons pas dans les représentations, soyons au contact du réel, quoi. Et donc c'est comme ça, ça fait... il ne suffit pas d'ouvrir la fenêtre pour voir les champs et la rivière. Il ne suffit pas de n'être pas aveugle pour voir les arbres et les fleurs. Il faut également n'avoir aucune philosophie. Avec la philosophie, il n'y a pas d'arbre. Il n'y a que des idées. Il n'y a que chacun d'entre nous tel une cave. Il n'y a qu'une fenêtre fermée et tout l'univers à l'extérieur. Et le rêve de ce qu'on verrait si la fenêtre s'ouvrait et qui jamais n'est ce qu'on voit quand la fenêtre s'ouvre. Tu vois, donc il faut ouvrir les fenêtres, quoi. Hein. Ce sera le mot de la fin. Merci. Merci beaucoup. Très bien, super. Si les gens en fait veulent en savoir un petit peu plus, donc voilà, est-ce que tu auras des conseils en fait Oui, parce qu'il y a où s'adresser, il y a quand même une quarantaine. Où aller chercher de l'information pour la transformer en connaissance. Oui, parce qu'il y a quand même une quarantaine d'années que tout ça est lancé en France de façon assez consciente, on va dire, parce qu'avant il y avait aussi l'éducation à la nature, mais peut-être moins consciente de la part des éducateurs ou autrement. Et donc, les acteurs de l'éducation à l'environnement se retrouvent et travaillent ensemble depuis une quarantaine d'années au sein du réseau École et Nature, qui était le premier réseau à se mettre un petit peu en place à partir de 83 sur ces sujets-là. Après, dans les régions, les graines, groupe régional animation, initiation, nature, environnement se sont constitués. En Bretagne, c'est le REB, le réseau d'éducation à l'environnement en Bretagne. En Alsace, c'est l'ARIENA. Et dans les départements, il y a maintenant aussi des réseaux départementaux. Et donc,
N'importe où en France aujourd'hui, on peut trouver assez facilement une petite recherche, on peut trouver un contact pas trop loin de chez soi qui est déjà branché dans les réseaux et qui va nous faciliter les choses pour faire de l'éducation environnement. Merci beaucoup. De rien. Merci.